Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État s'exprime sur la dynamique du monde arabe. Autre actualité de ce journal, Djibouti et la Palestine signent un protocole d'accord pour renforcer leur concertation politique. Et enfin, pour les actualités internationales, le changement climatique. Les températures mondiales pourraient atteindre des records au cours des 5 prochaines années. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a fait une déclaration à la faveur d'une interview réalisée avec le célèbre quotidien pan-arabe à Sharq al-Awsat à l'occasion de la tenue demain à Jeddah du 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Dans cette intervention, aux allures de grand oral, le président de la République a livré son point de vue sur l'ensemble des principaux défis et problématiques à l'ordre du jour dans le monde arabe. Le concours multiforme que l'organisation pan-arabe doit apporter à ses États membres en proie au conflit doit être au centre des débats de cette 32e assise de la Ligue arabe, a indiqué le président Guelleh. La problématique palestinienne, les efforts à entreprendre en vue d'une médiation collégiale de l'organisation dans le cadre du conflit au Soudan, la nature de l'appui à concéder aux nations arabes, notamment le Yémen et la Somalie, en prise à une instabilité chronique, le bien fondé lié au retour de la Syrie dans les instances arabes. Tout a été évoqué par le président de la République dans cette interview. En ce qui concerne la Palestine, le chef de l'État a condamné la poursuite des attaques israéliennes contre les sanctuaires de l'islam, Al-Quds, Al-Sharif, notamment la prise d'assaut et la profanation de la chapelle d'Al-Rahma perpétrée récemment par la politique d'occupation de l'État hébreu. Au sujet de la crise au Soudan, le président Guelleh s'est réjoui des premiers signes positifs, notamment l'accord sur l'ouverture de couloirs humanitaires et sur la protection des civils, sur lesquels a débouché le processus de médiation initié conjointement à Jeddah par l'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique. Il s'agit là d'un précédent louable sur lequel la médiation autour de ce dossier programmé à l'échelle de l'IGAD pourrait amplement capitaliser, a estimé le chef de l'État, précisant qu'il intègre le collège présidentiel tripartite que l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Est a mandaté pour la crise au Soudan. Dès lors que les conditions minimales d'un déplacement sur le terrain seront réunies, je me rendrai avec mes homologues du Kenya et du Soudan du Sud à Khartoum aux fins d'une mission de bon office entre les principaux protagonistes de cette crise, a annoncé le président Ismaïl Omar Guelleh. Dans l'inventaire général des problématiques à l'ordre du jour dans le monde arabe, le président Guelleh a également mentionné le cas du Yémen. Dans ce volet, il fit surtout état de sa foi en l'impact positif avec lequel est censé affluer pour le Yémen et le rétablissement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Outre le Yémen, je suis amplement d'avis que le rétablissement des liens entre Riyad et Téhéran débouchera sur une onde de détente dans toute la région, notamment au Liban et en Irak, a estimé le président Guelleh, qui décrit aussi le retour de la Syrie dans les instances diplomatiques du monde arabe comme un autre développement positif. Le renforcement des dispositions du monde arabe est allié à sa capacité à cadrer avec l'esprit d'un corps solidaire, collégial et uni. A noté le président djiboutien également en référence à la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue des États arabes. Interrogé aussi sur les répercussions possibles des mutations géostratégiques mondiales sur les pays arabes, le chef de l'État a répondu qu'elle n'avait pas vocation définie à militer dans le sens d'une dépréciation des intérêts de la région. Les pays arabes intègrent pleinement un monde en perpétuelle mutation où les changements qui s'opèrent n'ont pas été expressément programmés en vue d'une revue à la baisse de leurs dispositions, a-t-il rétorqué. La nation arabe est assignée au même titre que les autres régions et ordres géographiques et identitaires du monde à redéfinir ses centres d'intérêt sur le principe de rapport gagnant-gagnant, a jugé les chefs de l'État. Touche au mot aussi à la coopération de plus en plus effrénée autour la sécurisation de la mer Rouge. L'importance stratégique de la mer Rouge se distingue par sa situation géographique à la croisée de l'océan Indien et de la Méditerranée et aux confins des 3 continents qui sont l'Afrique, l'Asie et l'Europe, a fait observer le président Guelleh. Ensuite, le phénomène de collaboration sécuritaire ayant de
plus en plus les pays des régions, notamment au sein du Conseil des États arabes et africains riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, établi à Riyad, était ainsi une marque d'une volonté d'œuvrer en faveur de la préservation des voies des navigations les plus empruntées par le commerce international, a souligné le chef de l'État. Et je cite, surplombant le détroit de Bab el-Mandeb, l'emplacement le plus stratégique au sein de la mer Rouge, la République de Djibouti concourt naturellement les efforts intégrés dans la région en faveur de la sécurisation de la mer Rouge. A noté également le président Guelleh sur les sujets de la sécurisation de la mer Rouge. Notre pays est investi également d'une mission centrale de coordination et de coopération avec les grandes puissances pour protéger la navigation maritime, combattre le terrorisme et faire face aux défis de sécurité qui affligent la région et le monde en général. Le président djiboutien a mis par ailleurs à profit cette interview pour réitérer son attachement à la réalisation d'une solution négociée différente autour du barrage de la Renaissance et pour relayer aussi sa satisfaction pleine et entière au sujet des relations forgées par l'histoire et la communauté de valeurs et de culture, de solidarité et de coopération entre notre pays et le royaume frère d'Arabie saoudite. Ensuite, pour les actualités nationales, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a pris part ce mercredi à Jeddah, en Arabie Saoudite, aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 32e sommet arabe qui se tiendra le 19 mai prochain. Au cours de cette rencontre, les ministres arabes des Affaires étrangères ont discuté de l'ordre du jour du sommet arabe, les projets de résolution qui seront soumis aux dirigeants arabes, ainsi que les derniers développements sur la scène arabe et internationale. L'ambassadeur de Djibouti en Égypte, représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barreh, et l'ambassadeur de Djibouti, doyen du corps diplomatique au Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaeddine Saïd Bamakrama, ont également pris part à cette réunion. Je vous disais dans les titres, en marge de la réunion ministérielle préparatoire du 32e sommet arabe qui s'y tiendra demain, le 19 mai 2023, à Jeddah, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré son homologue palestinien, M. Riyad al-Maliki. Au cours des discussions, les deux ministres ont eu en premier lieu un entretien pour aborder les relations entre la République de Djibouti et l'État palestinien, mais aussi les voies et moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays déjà existantes. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères et son homologue ont procédé à la signature d'un protocole d'accord sur la concertation politique entre les deux ministres en vue de consolider les relations bilatérales et la coopération entre Djibouti et l'État palestinien dans divers secteurs. Les deux ministres ont également abordé la situation actuelle aux Palestine et le rôle de ce sommet de la Ligue arabe pour discuter de la situation en Palestine et les moyens de soutenir le peuple frère de la Palestine face aux répressions d'Israël. Outre le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaeddine Saïd Bamakrama, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et le représentant permanent de notre pays à la Ligue arabe, M. Ahmed Ali Barra, ainsi que plusieurs hauts responsables ont pris part à cette audience. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères de la Palestine, M. Riyad al-Maliki, a indiqué dans une réaction que l'accord signé avec son homologue djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, va contribuer à la consolidation des relations déjà privilégiées entre les deux pays et renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines. Il a ajouté que cet accord va faciliter la mise en œuvre d'un partenariat productif, mais aussi de raconter l'exode qu'a connu le peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères palestinien a rappelé également que l'exode connu sous le nom de Nakba est une catastrophe qu'il faut raconter aux générations futures. Cette période se réfère à la dépossession, destruction, d'expulsion, de pillage et de massacres à l'encontre des Palestiniens menant à la création d'Israël en 1948, a-t-il conclu dans ses propos. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que cet accord a pour but de renforcer les liens et de coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé la solidarité de Djibouti au peuple palestinien. Il a rappelé également que ce sommet de la Ligue arabe sera une occasion pour aborder le dossier palestinien et la situation actuelle aux Palestine et trouver également une solution. Autre actualité de ce journal, la République de Djibouti a été désignée par les Nations Unies comme point névralgique des opérations
de transfert du pétrole du FSO Safer échoué au large des côtes yéménites vers un superpétrolier appartenant à l'Organisation mondiale. Dans une course contre la montre, les actions internationales sont engagées pour éviter une catastrophe environnementale majeure. Le FSO Safer, un superpétrolier en état de décomposition rapide ancré au large de la côte de la mer Rouge au Yémen, menace de se briser à tout moment, risquant ainsi de provoquer une marée noire dévastatrice ou une explosion catastrophique. Laissé à l'abandon depuis 2015 en raison de troubles régionaux, le FSO Safer contient actuellement entre 140 000 et 160 000 tonnes métriques de pétrole brut. Les problèmes de sécurité liés à ce navire représentent un risque imminent de désastre environnemental humanitaire à grande échelle. L'opération consiste en l'arrivée d'un navire de soutien pour évaluer l'état global de ce navire, suivi de l'arrivée d'un méga-pétrolier transportant des barrières pétrolières. En cas de rupture actuelle du navire Safer, qui a déjà 40 ans, les conséquences pourraient engendrer une catastrophe environnementale d'une ampleur inégalée au sein de la mer Rouge. Pendant les années de guerre civile au Yémen, aucun entretien n'a été effectué sur la plateforme pétrolière qui s'étend sur une vaste surface. Par conséquent, les tuyaux et les parois du navire sont corrodés par la rouille et les gaz hautement explosifs ne peuvent plus être évacués. De plus, ce pétrolier est entouré de mines. La plateforme contient 4 fois plus de pétrole que l'Exxon Valdez lorsqu'il a provoqué l'une des pires catastrophes pétrolières mondiale en 1989. Une fuite aurait un impact considérable sur la population yéménite et la région, ainsi que sur l'écosystème de la mer Rouge. Les Nations Unies estiment que 12 millions de personnes seraient directement touchées par les conséquences environnementales et sanitaires. Dans une interview exclusive que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, a mis en évidence l'urgence de la situation du pétrolier FSO Safer, tout en soulignant le rôle essentiel de Djibouti dans cette affaire. On écoute ses propos. Ce pétrolier SFO Safer, c'est un des plus gros pétroliers au monde. Il est actuellement au large de Hodeïda et il est utilisé au fait comme étant une unité flottante, une large unité flottante de stockage, de production de pétrole. Et c'était utilisé pour y stocker du pétrole qui venait des productions de la ville de Marib, qui est le point de départ d'un important oléoduc au Yémen. Et ce navire contient environ 1 140 000 barils de pétrole. Donc c'est une quantité énorme dont la valeur aujourd'hui est autour de 80 millions de dollars. Et depuis plusieurs années maintenant, il attire l'attention de la communauté internationale et en particulier des pays riverains de la mer Rouge parce que la dégradation qu'a subie ce pétrolier est très alarmante et pose des risques de fuite ou même d'explosion. Et donc, il fallait prendre les choses très, très au sérieux, et depuis plusieurs années maintenant, et en particulier à partir du moment où il y a eu la guerre au Yémen, les choses se sont un peu compliquées et ont fait que le navire s'est dégradé encore plus. Il fallait donc lancer une grande opération de sauvetage de ce navire, parce que si le pétrole qui est contenu dans cette unité flottante commençait à produire des fuites, cela engendrait effectivement une catastrophe majeure environnementale. Et pour vous donner une idée de grandeur de cette catastrophe, ce serait 4 fois les dommages causés lors de l'Exxon Valdez en 1989. Et ça aura des conséquences sur l'environnement, puisque la marée noire pourrait balayer une large zone dans le Bab el-Mandeb. Et outre les conséquences sur la biodiversité marine, cela également bloquerait le trafic maritime. Djibouti a été un acteur principal à tous les niveaux. D'abord sur le plan politique, puisqu'on a participé à plusieurs réunions, que ce soit à New York, que ce soit à Riyad, pour suivre un peu les discussions politiques qu'il y avait eu. Et depuis la guerre au Yémen, cette zone donc est contrôlée par les autorités de Sanaa. Cela a nécessité que les Nations Unies commencent une négociation avec les autorités de Sanaa pour se mettre d'accord sur un mémorandum et qui permettrait vraiment de lancer ces opérations-là.
Cela a été fait il y a quelques années, je crois que c'est en mars 2022, qu'un mémorandum d'entente a été signé par les Nations Unies et les autorités de Sanaa, et qui fixait un peu le cadre de cette coopération pour lancer ces opérations. Il y a eu également, dans le cadre de ces opérations de préparation, il fallait mobiliser des financements. Et il y a eu plusieurs réunions de donateurs qui ont été organisées. Il fallait environ plus d'une centaine de millions de dollars pour organiser et financer cette opération de récupération du pétrole. Au jour d'aujourd'hui, environ 80% de cette somme a été mobilisée. Je crois que c'est autour de 75 millions de dollars qui ont été mobilisés. Plusieurs pays donc ont contribué financièrement à cette somme qui était nécessaire, entre autres l'Allemagne, mais également l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les Pays-Bas et bien d'autres pays qui ont participé. Mais les opérations de mobilisation de financement continuent encore, parce qu'il reste environ 30 à 40 millions de dollars nécessaires pour pouvoir financer l'opération complète qui est elle-même divisée en deux parties. Et aujourd'hui, Djibouti est au centre de tout cela parce que la première opération d'urgence va être donc lancée à partir de Djibouti. Et sans Djibouti, bien sûr, tout cela ne pourra pas se faire. Nécrologie suite au décès de feu Abdelrahman Cheikh Mohamed, survenu le mardi 16 mai 2023 à Paris. Le ministre de la Justice, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdullahi Bahdan, et le procureur général M. Jama' Suleiman adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille de défunt, ses proches, et prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Le défunt Abdelrahman Cheikh a fait sa carrière dans l'institution judiciaire, a gravi tous les échelons pour finir au sommet en qualité de président de la Cour suprême depuis sa nomination par le président de la République, intervenu le 9 janvier 2019. Grâce à ce parcours, le défunt Abdelrahman Cheikh Mohamed avait acquis une expérience professionnelle impressionnante et toujours su, avec dévouement, humilité et rigueur, placer le service de la justice avant tout. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le Nouvel National toujours, une réunion importante de 2 jours sur la problématique de transhumance s'est ouverte ce matin à l'hôtel de la zone franche de PK23. Cette réunion de 2 jours a été organisée par le ministère de l'Agriculture, chargé des ressources halieutiques, avec l'appui des l'IGAD et le financement de l'Union européenne. Une réunion importante portant sur la ratification et l'intégration en droit interne du protocole de l'IGAD sur la transhumance. Cette réunion a regroupé les décideurs politiques et les experts juridiques pour comprendre les implications du protocole de la transhumance à Djibouti, mais aussi approuvé par le Conseil des ministres de l'IGAD le 24 janvier 2021. Cette réunion a également pour but de discuter et de mettre en avant le soutien indispensable, le pouvoir législatif djiboutien pour la ratification et la domestication du protocole ainsi que sa mise en œuvre. Cela consiste à comprendre que la migration dans le but de la recherche de l'eau et de pâturage est primordiale pour la communauté pastorale transhumante pour plus de 70% d'entre elles dans le pays de l'IGAD. Nous allons écouter la réaction du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Ilmi Mohamed, qui a souligné que cette réunion éleveur est primordiale pour apporter un soutien aux pasteurs et éleveurs de la région délicate. C'était une réunion importante sur la problématique de la transhumance et dans les régions des pays délicats. Comme vous savez, les pays délicats disposent d'un potentiel important dans le domaine du bétail, plus de 500 millions de bétail. Mais compte tenu que le protocole de transhumance a été signé en juin 2021, la mise en œuvre doit être expliquée dans tous les pays. Donc, l'objet de cet atelier de 2 jours comporte à sensibiliser nos décideurs politiques, notamment les députés, pour prendre conscience que la transhumance est un élément important parce que la mise en œuvre ainsi que les facilitations de part et d'autre des frontières est très importante. Et ces 500 millions de bétail, en cas de besoin, ont besoin de couloirs de transhumance. Ces couloirs de transhumance sont définis dans le cadre de ce protocole. Donc l'objet de cette réunion, c'est de sensibiliser nos députés pour qu'ils puissent comprendre que la majeure communauté des pays délicats vivent du bétail et qu'ils ont besoin
en cas de sécheresse, par exemple, en cas de maladie, de transhumer dans des couloirs sécurisés et que les pays frontaliers puissent donner appui et assistance à ces éleveurs agropastoralistes. Hier, mercredi, le 17 mai 2023, c'est le Palais du Peuple qui a abrité la cérémonie de la clôture d'un atelier pour les assises de création et d'institutionnalisation d'un forum des associations et ONG djiboutiennes pour le développement durable. La troisième journée de ces assises de création du forum d'action des associations et des ONG djiboutiennes a démarré par l'adoption des statuts et s'est achevée avec l'élection d'un comité directeur composé des 5 membres, dont 3 femmes. L'association des jeunes de Château d'Eau d'Alice Abillet a été élue pour la présidence du comité directeur par la majorité des représentants des organisations présentes, alors que l'UNFD assurera le poste de secrétaire général. L'association des femmes de Tadjoura sont élues premier et deuxième vice-président respectivement. Après les félicitations et remerciements des dirigeants du comité directeur, une photo de famille a été prise devant le Palais du Peuple. En attendant la finalisation par le juriste du dossier de demande d'enregistrement et de récépissé de déclaration auprès du ministère de l'Intérieur, les membres du comité directeur se sont retrouvés en réunion avec l'équipe de consortium et la consultante Dr Amina Saïd pour la planification et l'élaboration du plan d'action stratégique triennal. Et après, donc, la version de l'autrui. Donc, et maintenant, je sais à qui m'adresser quand j'aurai besoin de vous. Déjà, on ne peut pas voler sans vous. La société civile, donc, on a besoin à chaque fois. Et donc, déjà, nous sommes à 1/5 de notre mandat. Il ne reste que 4 années. Et je pense que vous allez nous accompagner. Donc, Inch'Allah, ce qui nous tient à cœur, c'est surtout comment rendre cette ville propre. Donc, l'embellissement de la ville, une ville verte et propre, c'est ce qui tient à cœur. Donc, c'est ce qu'on veut. Et sans vous, on ne peut pas atteindre ça. Voici à présent une réaction recueillie auprès des participants. On écoute ces propos. 3 jours d'atelier, d'un projet d'appui et de structuration en forum d'action, de plaidoyer des organes de la société civile. À l'issue de ces 3 journées d'atelier qui ont démarré le 15 mai sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nouh, l'atelier s'est clôturé avec un succès énorme parce qu'aujourd'hui une association des associations a été créée. L'élection du comité directeur de cette association a eu lieu dans la plus grande transparence en présence d'un huissier de justice. L'objectif poursuivi à travers cette structuration des organes de la société civile composée d'associations et d'ONG juniors, seniors, a pour but de permettre d'avoir un contact régulier auprès des organismes partenaires pour le développement durable. Je vous emmène au sud du pays où, à l'instar de leurs pairs sur l'ensemble du territoire national, les élèves de classe de 5e année des écoles de base de la région d'Arta, Alice Abillet et d'Ikil ont composé hier mercredi les épreuves de l'examen de l'OTI de fin d'année scolaire. Une délégation officielle conduite par les inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale de ces 3 régions a effectué des visites de supervision dans les différents centres d'examen du chef-lieu. Et selon ses responsables, les épreuves de cet examen communément appelées OTI se sont déroulées dans de bonnes conditions. À l'issue de leur visite, les officiels ont annoncé au micro des médias nationaux que l'examen de l'OTI qui sanctionne l'admission en classe de 6e année du collège moyen d'enseignement a eu lieu dans les normes officielles requises. Les centres de composition des épreuves ont été préalablement préparés. Les enseignants appelés pour la surveillance sont présents à leur poste, étaient présents à leur poste et les candidats se sont présentés très tôt hier matin, devant les centres respectifs d'examen. Voici à présent les réactions recueillies auprès de quelques officiels présents. À l'OTI, 5e année. C'est la région d'Alice Abillet. Les quelques 900 élèves ont composé à l'OTI 5e année. Et le nombre, les enseignants appelés à servir dans la surveillance, dans l'anonymat, dans leur correction, ont tous répondu présents.
et les organisations préparées au niveau des écoles ne prêtent le flanc à aucun critique défavorable. Ça veut dire que, très bien. Là, je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet, d'avoir honoré cette organisation par leur présence. Je passe dans la région d'Edikil, l'OTI national qui va se dérouler. Donc c'est sur 840 élèves et candidats, on compose dans 8 centres repartis dans la région d'Edikil. Et sur les 8 centres, les 2 centres à Sela, un de Yoboki, un de Mouloud et 4 du chef-lieu. Donc, Monsieur le Préfet, tout se déroule bien, vous l'avez vous-même constaté, et nous sommes réjouissants de ce bon déroulement. Tous les enseignants sont là et l'organisation se passe dans une bonne ambiance. Nous avons pu voir de visu et puis un peu superviser les opérations de passage d'OTI. OTI 5e année, comme tout le monde le connaît déjà. Donc aujourd'hui, nous avons pu visiter les centres de Dikil où tout se passe très bien. Nous avons appris également que 840 candidats sont convoqués pour cet examen, qui boucle également un cycle d'apprentissage complet, ça veut dire le cycle primaire ou de base. Donc nous avons pu discuter et voir comment les opérations s'est déroulées dans tous les centres de Dikil. En fait, il y a 4 centres à Dikil, plus 4 autres centres dans les régions, 2 à Sela, 1 à Yoboki et 1 à Mouloud. Donc nous sommes repartis et toutes les opérations, que ce soit dans le chef-lieu ou que ce soit dans les sous-préfectures, tout se passe dans des très bonnes conditions. Au nord à présent, comme dans l'ensemble du pays, les épreuves de l'évaluation certificative de fin des cycles 2, appelées OTI, se sont déroulées également mercredi dans toutes les écoles de la région d'Obok et Tadjoura. Dans l'optique de renforcement de la décentralisation de l'éducation prônée ces dernières années par le MENFOP, les candidats de toutes les écoles ont composé les épreuves dans leur propre établissement. Les sujets ont été acheminés la veille des épreuves dans chaque centre d'examen des écoles rurales grâce au soutien logistique de la préfecture, du conseil régional et de l'armée nationale. Les autorités locales ont effectué une tournée habituelle dans les 2 centres d'examen du chef-lieu pour constater le bon déroulement de ces épreuves de visu. Les épreuves d'OTI 5e année se déroulent aujourd'hui dans toutes les écoles de la région d'Obok. Nous avons au total 287 élèves qui sont répartis sur 11 centres d'examen, dont 2 dans le chef-lieu Obok. Tout se déroule donc dans de bonnes conditions. Et je voudrais profiter ici pour remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de ces épreuves, à savoir le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional d'Obok, la gendarmerie, l'armée nationale qui ont contribué pour la logistique, notamment pour l'acheminement des sujets et des chefs de centre dans les centres des écoles rurales. Retour à Djibouti-Ville, dans la capitale, où l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de lancement de l'enquête sociolinguistique sur les langues nationales signées. Cet atelier vient dans le cadre du projet de digitalisation du dictionnaire de la langue des signes djiboutienne. Dans cette optique, l'ANPH a créé un comité de pilotage nommé Organisation des recherches pour l'unification de langue des signes djiboutienne, qui travaille
travail sur les meilleurs moyens et manières d'harmoniser les différentes langues somaliennes signé. Ce groupe constitué de jeunes Djiboutiens sourds et malentendants, d'enseignants et d'interprètes travaille afin de réaliser le premier dictionnaire djiboutien de 3000 mots. Harmonisé et uniformisé pour en faire une seule langue des signes djiboutiens dans ce dictionnaire. En processus de digitalisation sera un atout éducatif et professionnel pour la promotion de l'apprentissage de langues. Était présent le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd, le président du réseau des personnes handicapées, M. Idriss Moumin, mais aussi le directeur général par intérim du centre du leadership et de l'entrepreneuriat, M. Abdoukarim Mahmoud Hassan. Primordial en étant à côté des personnes à besoins spéciaux. Maintes et maintes fois, Douali, mon cher grand frère, avait apporté et a pointé du doigt que les personnes à besoins spéciaux ne font que partie de la société civile et des personnes actives, des jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes qui sont actifs à prendre part à l'essor du pays. Et c'est dans ce sens-là que les clés est à côté de la NPH pour faire en sorte que l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement aux autres personnes, mais aussi prennent part, que les personnes à besoins spéciaux puissent prendre part de façon très active à l'entrepreneuriat et qu'ils jouent leur rôle. On l'a déjà vu à travers le programme Forge et on va le voir de plus en plus. Et dans le monde qui change de façon exponentielle avec le numérique, notre ministère croit sincèrement et profondément que les outils du numérique, que ce soit l'intelligence artificielle ou tous les nouveaux métiers qui vont se créer, que les personnes à besoins spéciaux peuvent jouer vraiment un rôle très prépondérant. Et nous sommes là aux côtés de la NPH, que faciliter et donner tous les outils pour que les personnes à besoins spéciaux puissent jouer leur rôle. Sport à présent. Hier, les jeunes du centre de formation de la garde républicaine, également connu sous le nom de Barré Football Club, sont arrivés en France pour participer à la 3e fois au Mondial Pupi 2023. Animés par l'espoir d'un avenir meilleur, nos jeunes talents ont débarqué hier soir avec pour objectif de ramener la coupe à la maison. Leurs participations précédentes ont été marquées par des expériences et des émotions intenses car ils ont réussi à vaincre des nations de renom dans le monde du football. Cette année, ils affirment être plus déterminés que jamais à aller encore plus loin et à afficher fièrement les couleurs de notre chère patrie. La garde républicaine entièrement derrière eux leur souhaite beaucoup de courage. Il est important de souligner que le Mondial Pupi qui se déroule dans le Finistère célèbre dans sa 35e édition. Ce tournoi international de football moins de 13 ans a été créé en 1986. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, les températures mondiales devraient atteindre de niveaux records au cours des 5 prochaines années, sous l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur, mais aussi en raison du phénomène naturel El Niño, qui consiste en une hausse de température dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Il y a également 98% de chances que les températures atteignent un niveau record. El Niño et le changement climatique alimenteront cette hausse de la température mondiale qui se ressentira notamment en Arctique, où les hausses des températures devraient être plus de 3 fois supérieures à la moyenne mondiale. Cette hausse des températures aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement, selon le rapport qui indique que l'humanité doit se préparer en investissement dans les services météorologiques afin de mieux anticiper les phénomènes climatiques et à prendre également dès à présent des mesures pour protéger les populations face aux conditions de plus en plus extrêmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de 22h. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.